J'ai vu le mur de béton plus haut que celui de Berlin qui encercle les Palestiniens. J'ai vu les colonies qui imitent le territoire palestinien, où les colons israéliens s'enferment eux-mêmes dans de nouveaux et paradoxaux ghettos. J'ai vu comment le mur et les colonies enserrent des villes palestiniennes, telles que Bethléem, en leur ôtant toute possibilité de développement. J'ai vu comment les Palestiniens sont assignés à résidence dans les confettis de territoires qui leur sont concédés, ne pouvant même pas, pour la plupart d'entre eux, se rendre à Jérusalem-Est, la partie essentiellement arabe de la ville. Ce lancement officiel de la campagne pour la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël intervient à un moment politique particulier. Avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, c'est la deuxième fois, après le duo Bush Junior-Sharon, qu'aux États-Unis et en Israël, l'extrême droite est en même temps au pouvoir pour le plus grand malheur des Palestiniens. On parle déjà du soutien de Donald Trump à la poursuite de la colonisation de la Palestine et de l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Deux violations patentes du droit international qui rendraient impossible un véritable État palestinien. Plus que jamais, l'Europe, et en particulier la France, a la responsabilité historique de relever le défi de la paix au Moyen-Orient. Cet accord, signé en 1995 dans le cadre de la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone, améliore notamment les relations économiques avec Israël et en particulier la coopération scientifique et technologique permettant l'accès d'Israël au programme de recherche et développement de l'Union européenne. L'Europe a accordé à Israël un régime de faveur considérable qui a permis de dynamiser ses relations commerciales avec l'Europe pratiquement à la mesure des autres États européens. Et l'Europe contribue par d'importantes subventions au programme de recherche et de développement en Israël. Israël, avec lequel l'Union européenne s'associe dans le cadre d'un accord de partenariat, est aussi un pays occupant un territoire qui ne lui appartient pas, le colonisant au vu et au sud de l'Europe, exploitant ses ressources notamment hydrauliques et exposant constamment sa population à un châtiment collectif. Donc le problème hautement politique qui se pose est le suivant. L'Europe pourra-t-elle, sans trahir ses propres engagements, traiter avec Israël sans dénoncer sa politique dans les territoires occupés? J'ai vu les fermetures arbitraires et inopinées de postes de contrôle israéliens qui obligent les Palestiniens à d'infinis détours à l'intérieur même de la Cisjordanie. J'ai vu et passé le poste de contrôle totalement déshumanisé et glaçant d'Erez qui boucle Gaza et entendu des drones qui surveillent la zone en permanence. J'ai vu la pénurie de carburant, de béton, d'électricité qui règne à Gaza. J'ai vu à Jérusalem la profonde ignorance et l'indifférence de la plupart des Israéliens à l'égard des territoires palestiniens où la grande majorité n'a jamais mis les pieds. La suspension de l'accord peut servir de moyen de pression économique et politique particulièrement efficace pour demander le retrait israélien des territoires occupés palestiniens. C'est l'arme suprême de l'Europe qu'Israël craint par-dessus tout, car son économie est fondamentalement dépendante de l'extérieur et de l'Union européenne. L'Europe doit suspendre l'accord d'association. Le 10 avril 2002, le Parlement européen a pris position en demandant à la Commission et au Conseil la suspension temporaire et immédiate de l'accord d'association. La Commission et le Conseil ont refusé d'en tenir compte. Beaucoup dépend de la force de mobilisation de la société civile des deux rives de la Méditerranée, c'est-à-dire de nous tous. Le problème maintenant est aussi la possibilité d'une coordination euro-méditerranéenne autour du mouvement national palestinien et de ses composantes politiques et associatives, sans oublier les forces anticolonialistes et associatives israéliennes qui luttent courageusement pour les droits des Palestiniens, comme on vient de le voir avec la remarquable intervention du directeur de B'Tselem au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question de la colonisation. C'était le 14 octobre dernier. Il dit qu'il est israélien, né en Israël, qu'il se définit comme tel, mais il se définit aussi en tant qu'homme. Et il dit ce sont des violations des droits de l'homme, je les dénonce. Et il les dénonce avec beaucoup de force. Et il explique que dans la société israélienne, ça ne peut pas avancer s'il n'y a pas des pressions extérieures, s'il n'y a pas vraiment, de la part de l'opinion internationale et de la communauté internationale, des sanctions. Cet appel, on y a été particulièrement sensible et on veut essayer de le répercuter à notre niveau. Cette situation-là, créée en Palestine par la colonisation, elle est le fruit de deux histoires, si je puis dire, qui s'entrecroisent et qui convergent. Il y a l'histoire
de l'antisémitisme européen qui a provoqué notamment au début du siècle et puis dans les années 20 et 30 et surtout au lendemain immédiat de la Seconde Guerre mondiale, un exil de gens qui voulaient sauver leur vie et dont on ne voulait nulle part pour aller dans ce pays. Et en même temps, ce phénomène s'inscrit dans l'histoire coloniale européenne, si vous voulez. Donc, c'est un dernier souffle, si je puis dire, du phénomène colonial européen. Et les promoteurs de l'idée sioniste tels Herzl ou d'autres eh bien, avaient souligné que finalement ils offraient à l'Europe une contribution à l'œuvre coloniale civilisatrice. On va étendre l'Europe jusqu'à l'Euphrate, etc., disait par exemple Max Nordau, un compagnon de Herzl. Donc voilà. Mais c'est compliqué de prendre en compte cette histoire complexe. Mais elle met en cause cette histoire complexe, elle met en cause l'Europe, parce qu'elle a une responsabilité dans cette émigration, l'Europe. C'est finalement des personnes qui ont été victimes en Europe, pour beaucoup, qui ont dû chercher refuge ailleurs. L'Europe est responsable, elle ne peut pas se désintéresser. Je voudrais dire haut et fort que si on défend la paix, si on cherche la paix, il faut qu'on arrête tout de suite cette colonisation. Telle qu'elle est organisée aujourd'hui, c'est réellement incroyable de penser qu'on peut faire la paix en laissant se poursuivre cette colonisation. Suspendre l'accord Union européenne-Israël, c'est remettre Israël dans la situation de la grande majorité des États du monde qui ont, avec la France, un commerce normal. Mais c'est porter un coup très important aux milieux dirigeants israéliens, aux forces, disons, aux entrepreneurs principaux qui déterminent la politique israélienne et qui soutiennent la politique de colonisation. Et donc, voilà, cet acte, cette suspension de l'accord Union européenne doit être conçu comme un acte très important pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, car cette suspension amènerait pratiquement immédiatement la direction israélienne à la table de négociation. La démarche que nous renouvelons ici, elle est inspirée d'une double nécessité. Il s'agit au premier chef de maintenir une ligne de résistance pour faire appliquer à l'égard du peuple palestinien ce que dit le droit international, et le droit de l'Union européenne à laquelle nous appartenons. On ne saurait assez rappeler l'engagement pris par Israël qu'il respecterait ces normes lorsque fut débattue son entrée aux Nations Unies au début de 1949. C'est un épisode très intéressant à rappeler. La guerre de 1948 avait commencé, les Nations Unies étaient assez préoccupées de la capacité par Israël de respecter le droit international. On a sommé Israël de rappeler, ce qui va de soi, d'ailleurs quand on rentre aux Nations Unies, c'est qu'on accepte les valeurs des Nations Unies, mais on a alors sommé Israël de dire clairement qu'il acceptait les valeurs des Nations Unies. Et en dépit de cet engagement, les violations de ces normes par Israël sont flagrantes, permanentes et provocatrices. Ces violations, elles concernent les règles du droit international général, notamment du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les règles du droit international humanitaire en cas de conflit armé, et enfin toutes les règles relatives aux droits de l'homme. Alors nous connaissons ces violations, mais de les rappeler montre à quel point, quelle est leur ampleur. Il y a les violations, bien sûr, de l'interdiction de la colonisation dans les territoires et de la destruction des maisons et des commerces de la population par la puissance occupante. Ce sont les articles 49, 6 et 53 de la 4e Convention de Genève. Il y a les violations rappelées par de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité, notamment 1397, 1402, 1403, qui exigent la cessation de ces actes de violence. Il y a la condamnation du mur de séparation par la Cour internationale de justice dans son avis du 9 juillet 2004, qui impliquait la nécessité de détruire le mur. Quelle victoire amère que cet avis de la Cour, qui n'a eu aucune suite. Il y a l'interdiction de poursuivre le blocus de Gaza, qui entraîne des conséquences contraires à l'article 23 de la 4e Convention de Genève.
Il y a l'interdiction des mesures de bouclage en Cisjordanie qui entravent les droits fondamentaux à la santé, à l'éducation, au travail, à la libre circulation. Il y a l'interdiction des emprisonnements arbitraires qui sont contraires à l'article 71 de la 4e Convention. Enfin, il y a l'entrave persistante depuis des décennies au droit au retour affirmé dans la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, il n'est pas vrai que nous ne pouvons rien faire. L'Europe conditionne l'application de ce genre d'accord au respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. C'est la clause 2 de l'accord Union européenne-Israël. Mais dans le même accord, à son article 79, il est prévu qu'une suspension est possible si l'une des parties considère que l'autre ne satisfait pas à une obligation découlant du présent accord. Qu'Israël viole les droits de l'homme et les principes démocratiques n'est nié par aucune instance internationale. L'autre partie à cet accord, c'est nous, comme cela vient d'être rappelé, nous, l'Europe. Or, par un article du traité sur le fonctionnement de l'Union, c'est l'article 218, il est prévu que le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères, peut adopter une décision sur la suspension de l'application d'un accord. Voilà pourquoi nous devons nous tourner encore et encore vers la Commission et vers la haute représentante, Federica Mogherini, pour les exhorter à mettre les politiques de l'Union en conformité avec les valeurs. Le chemin juridique est parfaitement clair et tout tracé. Il manque la volonté politique et celle-ci elle ne viendra que s'il s'exerce une pression suffisante. Donc là est notre rôle. J'ai vu les enfants de Palestine qui n'ont jamais pu aller au bord de mer. J'ai surtout vu un peuple endurant et nullement résigné. J'ai vu des gens forts et gais, accueillants et chaleureux. J'ai vu des jeunes gens avides de savoir, rêvant de voyager en Europe et aucunement tentés par le djihad. J'ai vu des jeunes filles, largement majoritaires à l'université, vives et sans soumission. J'ai vu la subtilité avec laquelle les Palestiniens, et les Palestiniennes encore plus, cherchent à concilier leurs traditions avec une émancipation assumée. Je suis très ému par l'initiative et je viens aujourd'hui juste pour vous remercier. Vraiment, notre peuple a besoin de votre soutien. La situation est très 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 grave. Comme vous tous, vous l'avez mentionné, et ça dégrade de plus en plus avec les nouveaux événements qui secouent la région tout entière, et en particulier avec la montée de la droite, l'extrême droite, en Israël au pouvoir, et le peuple israélien tout entier est devenu kidnappé par l'extrémisme, une poignée d'extrémisme. C'est à cause de ça que nous saluons toutes les forces progressistes israéliennes et qu'ils sont visés par une campagne d'intimidation du gouvernement israélien. Quand on parle de faire pression sur le gouvernement israélien, on ne parle pas de boycotter le peuple israélien ou bien boycotter Israël tel qu'elle est, c'est boycotter la politique coloniale, la politique d'occupation de l'État d'Israël. Et je crois que sans exercer une pression sur ce gouvernement-là, jamais il applique les accords ou bien il se met à respecter la loi internationale et même à certaines fois des lois humanitaires fondamentales qui se vivent dans le monde entier. Israël, c'est le seul État qui a été créé par les Nations Unies. Ce sont certificats de naissance, ça vient de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais c'est l'État le plus qui viole les droits internationaux et viole la charte des Nations Unies. Et pour mettre en évidence ce que c'est que cet accord d'association. Par exemple, une de ses conséquences, c'est la participation d'Israël et donc de ses universités et de ses entreprises, comme n'importe quel autre pays, au programme pluriannuel de recherche à horizon 2020. Ce programme de recherche qui est strictement civil. C'est clairement, il doit être strictement civil. On regarde dans ce programme, on trouve deux magnifiques projets. Un projet qui s'appelle FlySec, où on trouve Elbit, donc une des plus grandes entreprises israéliennes d'armement, et qui est donc sur le contrôle des aéroports,
avec des dispositions parfaitement sympathiques, genre profilage ethnique. C'est écrit en toutes lettres dans le projet. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer dans les checkpoints israéliens et dans l'utilisation pour l'occupation de la Palestine. Un deuxième projet, magnifique aussi, Low Train, qui est un projet coordonné par Israël et qui a pour objectif d'harmoniser les techniques d'interrogatoire. Donc, avec plusieurs pays européens qui y participent, c'est quelque chose de... Quand on connaît la manière dont sont traités les prisonniers politiques palestiniens par Israël, on a vraiment froid dans le dos. Et la société civile a eu un premier résultat au Portugal, puisque le gouvernement portugais a décidé de se retirer de ce projet. Nous qui représentons beaucoup d'organisations et sans doute une partie importante de la société civile, nous avons bien conscience que nous sommes aussi la voix de très nombreuses personnes, d'une bonne partie du peuple français qui reste très sensibilisé à ce qui se passe au Moyen-Orient et sur le sort des Palestiniens. Et finalement, nous sommes un peu leur voix, leur porte-voix, et nous avons ce devoir de traduire cette anxiété et ce désespoir face à une absence de solution depuis si longtemps, depuis 70 ans maintenant. Donc il s'agit d'enfoncer le clou, il s'agit aussi d'expliquer pourquoi cette indignation de tous ceux que nous rencontrons devant cette persistance impunité. Personne ne comprend pourquoi l'État d'Israël peut violer aussi facilement et aussi couramment les droits humains les plus élémentaires, les droits des Palestiniens, les résolutions de l'ONU, et qu'aucune sanction ne vienne les arrêter. Je voudrais excuser André Chassaigne qui n'a pas pu venir aujourd'hui et Patrick Le Yarrick, député européen, qui en ce moment est avec beaucoup de représentants du Parti communiste en Palestine. Ce que nous entreprenons est très prétentieux. Si la France va tenter avec force d'être locomotive, elle ne peut aboutir à grand résultat si cette campagne, à un certain moment, ne s'européanise pas. Et c'est toute la richesse, si vous voulez, du soutien des députés européens, dont une représentante, Madame Vergiat, est là parmi nous. L'engagement du Parlement européen, des députés européens, mais aussi du Parlement européen sur cette question est ancienne, puisque, comme c'est rappelé dans le dossier de presse, le Parlement européen, dès 2002, avait appelé à la suspension de cet accord. J'ajouterais d'ailleurs que si ces clauses, ce qu'on appelle ces clauses droits de l'homme, figurent dans les accords de l'Union européenne avec ses partenaires, c'est sous la pression du Parlement européen. L'Union européenne n'est rien sans ses États membres. Et en matière de politique étrangère, c'est tout particulièrement vrai. Parce que le Parlement européen vote des résolutions pour inciter à saisir la haute représentante ou la Commission, mais ceux qui décident en la matière, c'est le Conseil. C'est donc les États membres. Donc la pression, elle doit se faire au niveau européen, mais elle doit se faire aussi sur chacun des chefs d'État et des gouvernements qui siègent au Conseil. Je crois qu'il faut en permanence mener ensemble les deux démarches. Le travail que nous devons faire, c'est d'interpeller l'ensemble des candidats, de droite, de gauche et je ne sais où, sur cette question-là. C'est très très important de mettre le débat politique, de mettre la Palestine dans le débat politique des présidentielles et par la suite des législatives. C'est notre capacité politique qui doit être démontrée à ce niveau-là. La Palestine est occupée, colonisée, emmurée, mais les Palestiniens sont plus que vivants. Ils ne nous demandent rien, mais nous leur devons notre solidarité.